Nous connaissons tous cette sensation de frustration lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Le cœur s'emballe, les muscles se tendent et l'agacement monte en nous au point de nous faire trembler comme si nous allions exploser. Une fois notre maîtrise de soi brisée, la colère déferle, balayant tout sur son passage. Après coup, nous ressentons un certain soulagement, comme si nous venions de libérer une pression interne. Cela laisse croire que laisser éclater sa colère est la meilleure manière de la gérer, n'est-ce pas? Pourtant, la science nous dit autre chose. Bien que le fait d'exprimer sa colère puisse paraître cathartique, ce n'est souvent pas la meilleure approche pour traiter cette émotion. En réalité, cela peut aggraver la situation et nous pousser à des actions que nous pourrions regretter par la suite. Dans notre société, la colère est souvent glorifiée et même romantisée. Il suffit de regarder les films ou les séries télévisées pour voir les personnages principaux faire de leur colère un acte héroïque. Les femmes puissantes et les hommes virils affrontent leurs ennemis avec rage, la violence devenant leur outil pour résoudre les problèmes. La colère est perçue comme une vertu, une force de transformation qui aide à atteindre nos objectifs et un moyen légitime et efficace d'exprimer notre mécontentement. Nous la voyons comme une forme de thérapie, comme si en libérant notre colère, nous diminuions la pression telle une chaudière à vapeur. Mais devrions-nous vraiment croire en cela? Ne serait-il pas plus sage de maîtriser cette colère avant qu'elle ne nous maîtrise? Un ancien récit bouddhiste nous raconte l'histoire d'un démon qui rendit visite à un temple bouddhiste. Cette créature terrifiante sema la panique parmi les moines. Effrayés, ils réagirent avec colère et agressivité, tentant de chasser le démon en criant et en le maudissant. Mais plus ils manifestaient leur hostilité, plus le démon grandissait et devenait effrayant. Cependant, lorsque l'abbé revint au temple et aperçut le démon, il adopta une autre approche. Plutôt que de réagir avec peur ou colère, il accueillit le visiteur indésirable avec calme et compassion. À la surprise générale, le démon commença à rapetisser jusqu'à disparaître complètement sous l'influence de cette bienveillance. Cette approche bouddhiste de la colère peut sembler étrange dans une culture qui valorise la réciprocité émotionnelle, où l'on pense qu'il faut répondre à la colère par davantage de colère. Pourtant, dans la perspective bouddhiste, répondre à la colère par la colère, c'est comme attiser un incendie avec plus de flammes. La colère est perçue comme un obstacle majeur à l'atteinte de l'éveil spirituel, classé dans la catégorie des intentions malveillantes. Le Bouddha n'approuvait pas la colère car il la considérait comme une émotion destructrice, source de souffrance. Sous l'emprise de la colère, nous agissons souvent de manière irréfléchie, faisant des choses que nous regrettons plus tard, car elle obscurcit notre jugement et déforme la réalité. Elle nous pousse à des actes destructeurs, guidés par une perception erronée. Les stoïciens, comme le philosophe Sénèque, partageaient une opinion similaire. Dans son traité « De la colère », Sénèque considérait cette émotion comme une forme de folie temporaire, pouvant mener à des actions dangereuses. Il était convaincu qu'il valait mieux prévenir la colère que d'y succomber. Contrairement à Aristote, qui voyait une utilité dans la colère, Sénèque la rejetait catégoriquement, estimant qu'elle n'apportait jamais de résultats bénéfiques. Même sur le champ de bataille, selon lui, la colère causait plus de dommages que d'aide. Pour un stoïcien, la colère ne peut jamais découler de la raison. Une personne raisonnable reconnaît que rien ne mérite vraiment qu'on se mette en colère. Ainsi, un stoïcien bien formé n'est presque jamais en colère, car céder à cette émotion serait trahir la raison. Cela nous montre que l'explosion de colère peut entraîner des pertes irréparables. Petit à petit, nous risquons de perdre nos amis, nos proches peuvent se sentir aliénés, et les gens en général commenceront à nous éviter. L'idée de lâcher prise sur sa colère peut certes apporter un soulagement temporaire, mais elle a souvent un prix. Mais imaginons que nous ne blessions personne, que nos relations ne soient pas en danger. Laisser éclater sa colère serait-il pour autant une bonne idée? Pourrait-elle être bénéfique dans un contexte thérapeutique contrôlé?
permettant d'évacuer les émotions négatives et les frustrations refoulées. Après tout, le Bouddha n'a-t-il pas reconnu que certaines émotions pouvaient être purgées à travers l'expression? Le moine bouddhiste Ajahn Sona nous rappelle que la colère est une forme d'attention mal avisée portée aux défauts. À la racine de cette émotion se trouve l'aversion. Nous n'aimons tout simplement pas la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous voulons la repousser, la faire disparaître, voire la détruire. Mais à mesure que nous cultivons des réactions plus sages, basées sur la patience et la compréhension, nous commençons à voir que la colère n'est jamais une réponse productive. Au lieu de cela, en choisissant de répondre par la bienveillance, même face aux difficultés, nous pouvons désamorcer cette émotion, comme le moine a su désarmer le démon. La colère est toujours accompagnée d'une sensation de malaise, une énergie négative qui s'empare de nous. Ajahn Sona souligne que même si l'on croit se libérer en éclatant, on est en réalité encore sous l'emprise de cette colère. Pendant tout ce temps, on ressent cette tension intérieure si intense qu'elle nous pousse à crier, à frapper des objets, à tout détruire. Voilà la connexion entre la colère et les actions impulsives qui en découlent. Peut-être qu'après cela, l'intensité de la colère diminue. Mais ce que vous avez fait en réalité, c'est vous préparer à d'autres accès de rage. Ajahn Sona insiste aussi sur le fait que le soulagement que l'on ressent après un accès de colère est simplement dû à la disparition du malaise, et non à une véritable libération émotionnelle. Pourquoi devrions-nous faire confiance aux philosophes et aux maîtres spirituels? Ce qui est fascinant, c'est que la science contemporaine confirme parfaitement leur dire. À première vue, il semble logique de penser que laisser éclater sa colère permettrait de purifier les émotions négatives. Après tout, cette libération semble être une solution raisonnable à la tension accumulée dans notre esprit. Beaucoup de gens se sentent soulagés après une crise de colère, comme s'ils étaient revenus à un équilibre émotionnel après avoir évacué une sorte de toxine psychologique. La colère est souvent comparée à un besoin naturel. La seule manière d'alléger la pression serait de l'exprimer, de la relâcher. Cette idée, appelée théorie de la catharsis, trouve son origine dans la pensée grecque. Le mot catharsis provient du grec catharsis, signifiant purification ou nettoyage. Appliquée à la colère, cette théorie suggère que pour se libérer de l'agressivité accumulée, il faudrait agir de manière violente ou explosive, comme en détruisant des objets dans une chambre de rage ou en frappant un sac de boxe. Cette idée est largement influencée par les travaux de Sigmund Freud, qui croyait que l'expression des émotions réprimées pouvait réduire les tensions psychologiques. Freud pensait que si ces émotions étaient contenues, elles pourraient provoquer des troubles mentaux ou des névroses. De là vient la métaphore hydraulique de la colère. Elle s'accumule comme une pression interne, et la seule façon de la soulager serait de la libérer. Mais est-ce réellement ainsi que fonctionne la colère? La recherche scientifique nous offre une perspective différente. Contrairement à ce que propose la théorie de la catharsis, la colère ne disparaît pas avec l'expression violente. Au contraire, elle a tendance à empirer. Un premier exemple marquant est l'expérience de Hornberger dans les années 1950. Ce fut l'une des premières tentatives scientifiques pour tester la validité de cette théorie. Lors de cette expérience, des participants insultés verbalement furent répartis en deux groupes. Le premier fut invité à frapper des clous pendant 10 minutes, tandis que l'autre ne faisait rien. Après cela, les deux groupes eurent l'occasion de critiquer leurs agresseurs. Le résultat fut clair. Ceux qui avaient frappé les clous se montraient beaucoup plus agressifs que ceux qui s'étaient abstenus. De nombreuses études ultérieures ont confirmé cette observation. Exprimer sa colère ne la réduit pas, cela amplifie l'agressivité. Un autre exemple frappant vient d'une méta-analyse récente menée à l'Université de l'État de l'Ohio, sous la direction de Sophie Kjærvik. Cette étude, portant sur plus de 150 études et impliquant plus de 10 000 participants, a examiné la différence entre les activités qui augmentent l'excitation émotionnelle et celles qui la réduisent.
Les activités qui stimulent l'excitation incluent les exercices physiques intenses, comme frapper des objets, courir ou faire du vélo. Ces pratiques sont souvent vues comme des moyens de se défouler. En revanche, les activités qui réduisent l'excitation comprennent la pleine conscience, la respiration profonde, la méditation, le yoga ou d'autres formes douces d'exercice. Les résultats de cette étude montrent que les activités stimulantes n'ont aucun effet bénéfique sur la gestion de la colère. Pire encore, certaines, comme la course à pied, peuvent aggraver la situation. Brad Bushman, un professeur spécialiste de la communication à l'Université de l'État de l'Ohio, a passé des années à étudier ce sujet. Selon lui, il est essentiel de démystifier l'idée selon laquelle se défouler serait une bonne stratégie pour gérer sa colère. Cela peut sembler une bonne idée en surface, dit-il, mais il n'existe aucune preuve scientifique pour soutenir la théorie de la catharsis. Il souligne aussi que si exprimer sa colère peut sembler soulageant sur le moment, cela ne fait qu'augmenter l'agressivité à long terme. Dans un article précédent, Bushman avait même comparé l'idée de se défouler pour gérer la colère à essayer d'éteindre un incendie en y ajoutant de l'essence. Cela ne fait qu'amplifier les flammes. Ainsi, frapper des clous, taper sur un sac de boxe ou crier dans un coussin après avoir été provoqué ne fait qu'empirer les choses. La pire approche serait même de visualiser le visage d'une personne que vous détestez sur le coussin ou le sac de boxe, puis de le frapper. Ironiquement, cette méthode est parfois conseillée par des psychologues. Mais suivre cette logique ne fait qu'encourager davantage de colère et d'agressivité, explique Bushman. Ces résultats confirment les enseignements d'Ajahn Sona. Ce que nous appelons libération de la colère ne fait en réalité qu'intensifier cette émotion. Il s'agit d'une confusion entre la maladie et son traitement. Une ironie frappante, n'est-ce pas? Comme la science l'a démontré, les méthodes qui diminuent l'excitation émotionnelle, comme la méditation ou la respiration profonde, sont les seules vraiment efficaces pour contrôler la colère. C'est en prenant du recul, en cultivant la paix intérieure, que nous parvenons réellement à apaiser cette force destructrice. Je pense que les adeptes du bouddhisme ou du stoïcisme seraient en parfait accord avec cette idée. Au lieu de recourir à des activités qui stimulent davantage nos émotions, il est bien plus bénéfique de les éviter. Comme mentionné dans cette vidéo, des pratiques comme la pleine conscience, la méditation, le yoga, les exercices de respiration, ainsi que des activités physiques agréables permettent de calmer la colère plutôt que de l'attiser. Pourquoi choisir une chambre de rage pour se défouler quand il suffit d'essayer une séance de méditation dans un centre près de chez soi? Ou encore, au lieu de réagir avec des menaces destructrices, pourquoi ne pas explorer des techniques de respiration comme celle du Systema, l'art martial russe qui combine maîtrise du corps et apaisement de l'esprit? La chercheuse Sophie Kervik a montré que des techniques comme la relaxation musculaire progressive et plus généralement les méthodes de relaxation peuvent être tout aussi efficaces que la pleine conscience ou la méditation. Elle fait remarquer que la plupart des interventions visant à diminuer l'excitation émotionnelle sont souvent gratuites ou très accessibles. Il n'est pas nécessaire de consulter un thérapeute spécialisé en thérapie cognitivo-comportementale pour gérer sa colère. Il suffit de télécharger une application gratuite sur votre téléphone ou de trouver une vidéo sur YouTube pour obtenir des instructions, affirme Kervik. Ces outils simples sont à notre portée et peuvent avoir des effets étonnants sur la gestion de nos émotions. Il est vrai que la tentation de céder à la colère est forte. Les gens veulent toujours se défouler, comme l'a si bien exprimé Bushman. Quand la frustration s'accumule, le besoin de tout laisser exploser devient presque irrésistible. Notre corps, confronté à une émotion désagréable, réagit instinctivement, tout comme lorsqu'on touche un objet brûlant. On a envie de s'en éloigner immédiatement. C'est pourquoi il est nécessaire de pratiquer l'autodiscipline et souvent de s'entraîner à ne pas céder à la colère. Cela demande du temps, de la patience, mais les bénéfices en valent largement l'effort.
Face aux effets destructeurs d'une explosion de colère, qui non seulement n'apaise pas cette émotion, mais l'aggrave, il est crucial d'être vigilant quant aux méthodes proposées par la culture populaire. Cette culture, qui souvent glorifie la colère ou prône des moyens peu sains de la gérer, n'est pas alignée avec ce que la recherche et les traditions philosophiques anciennes nous enseignent. Le véritable apaisement se trouve dans la maîtrise, dans la canalisation de nos émotions par des méthodes douces et réfléchies. J'espère que vous avez trouvé des informations utiles et éclairantes dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci à vous tous pour votre soutien.